C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Donc cofondateur de Slate et ancien directeur du Monde. Merci d'être avec nous. Éric Ciotti et Valérie Pécresse, c'est le duo gagnant du Congrès des Républicains. Mercredi, dans 2 jours, on connaîtra celui ou celle qui sera donc le candidat des Républicains à la présidentielle. Éric Zemmour est l'homme qui fabrique de l'électricité, parfois la foudre et le tonnerre. Son annonce de candidature n'a pas échappé à la règle. Un sillon de moquerie, de désapprobation de la part de la classe politique, les raillements pour cette grimée en général de Gaulle. Et pourtant, sa vidéo a été vue 2 millions de fois, 7 millions de personnes pour son interview sur TF1 qui s'est très mal passée avec le présentateur du journal. Donc qu'est-ce que cela veut dire d'une France qui quand même a un intérêt pour Éric Zemmour? Une campagne qui commence mal, donc on en parle avec David Revaud-Dallon du JDD. Bonsoir à vous. Bonsoir. Yasmina Jaffar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de La Ruche Média, producteur et journaliste à Franc-Tireur. Donc, bienvenue à ce nouveau journal. Merci. Voilà, un hebdomadaire. Bienvenue à vous tous. Donc, nous avons eu les résultats donc, en ce début d'après-midi. Éric Ciotti en tête avec 25,59. Valérie Pécresse, 25. Michel Barnier, 23,93. Xavier Bertrand, 22,36. Donc le bouillon pour l'homme qui se voyait déjà à l'Élysée. Philippe Juvin, 3,1. Alors, 2 enseignements dans ce vote, ce premier vote. Les adhérents de LR sont bien à droite, mettant Éric Ciotti en tête. Donc avec un homme qui assume les sujets de l'immigration et de sécurité avec une grande fermeté. Et quand même, le deuxième enseignement, c'est Xavier Bertrand qui se prend la gifle du siècle. Il se voyait déjà à l'Élysée. Il était le 3e homme, voire le 4e dans les instituts de sondage. Et là, il arrive en 4e position. Alors ça dit quoi de la droite, Jean-Marie Colombani? Ça dit d'abord que c'est une mesure de ce que sont les militants, le noyau dur des militants, 150 000 personnes, et non pas les sympathisants. Et les sympathisants ne voteraient peut-être pas de la même façon. Et si on regarde le choix qui a été fait par les militants, donc celui d'Éric Ciotti, et donc l'élimination de Xavier Bertrand, on observe que celui qui était, selon les enquêtes d'opinion concernant tous les Français, le mieux placé, précisément aussi pour battre Emmanuel Macron, celui-là a été écarté. Donc on est sur des choix beaucoup plus militants, beaucoup plus idéologisés que sur même l'ensemble des sympathisants de la droite, c'est ça. Et ça reflète aussi ce qui est ressorti des débats, des fameux 3 débats que l'on a pu... 3 ou 4 4 débats, oui, que l'on a suivis. Peut-être pas tous pour ce qui me concerne, j'en ai suivi au moins 3 débats, et d'où il est ressorti une radicalisation d'un personnel politique qui était, jusqu'à hier, incarnait la droite modérée, la droite raisonnable, la droite de gouvernement. Et là, on est sorti du débat avec une radicalisation, une extrémisation même parfois de leur discours, incarné aussi par Éric Ciotti, qui lui est le plus proche d'Éric Zemmour. Donc ça a été dit et répété. Et au fond, le bon constat, c'est celui qu'a fait Marine Le Pen aujourd'hui. Je crois que c'est dans les colonnes du Parisien, quand elle dit « Mais je n'ai pas d'adversaire chez les Républicains, je n'ai que des clones ». Et c'est un petit peu la leçon qu'on pouvait tirer de leur débat. Et donc, d'une certaine façon, s'agissant du noyau militant, Éric Ciotti les représente. Yasmina Jaffar, un tweet de Zemmour. Il écrit « Heureux, cher Éric, de voir nos idées largement partagées par les militants LR. Le RPR n'est pas mort. » C'est le baiser de la mort. Là, oui, c'est quand même un cadeau empoisonné. Alors, c'est inédit de voir un candidat à la présidence soutenir un adversaire. Donc déjà, c'est une première. Éric Zemmour continue de s'illustrer dans des attitudes dont on n'a pas l'habitude. Et puis là, c'est aussi une façon d'indiquer qu'il a l'intention d'atomiser la droite et que le RPR, c'est d'abord lui. Donc c'est une façon de
de le féliciter tout en indiquant que finalement, si vous votez pour Éric Ciotti, finalement, vous votez aussi pour Éric Zemmour. Donc, entre les deux Éric, choisissez le bon Éric. C'était un peu un message. C'est assez malin. C'est assez malin de le dire comme ça. Donc, je pense qu'Éric Ciotti ne doit pas être très content de ce soutien-là parce que ça divise un peu. Et en effet, vous avez raison. C'est vrai qu'Éric Ciotti, depuis le début, n'est pas surprenant dans cette ligne-là parce qu'il ne s'est pas droitisé pour suivre Éric Zemmour. Il a été très souvent sur ces idées-là. Ce qui est plus étonnant, c'est de voir que finalement, dans un mouchoir de poste, il y a Valérie Pécresse qui est aux antipodes, mais très proche finalement de lui. David, est-ce que c'est un peu gramscien, c'est-à-dire d'Anthony Gramsci qui disait, en quelque sorte, on gagne d'abord la bataille des idées avant de gagner la bataille électorale, en quelque sorte. C'est ce qu'est en train de dire Zemmour, c'est que rejoignez-nous dans la grande famille de la droite et de l'extrême droite. Ouais. Oui. C'est vrai que c'est un peu amusant d'entendre à longueur de journée des éditorialistes ou des politiques issus de ce camp qui nous expliquent qu'on ne peut plus rien dire, que les médias sont tenus par la gauche, alors que ça fait plusieurs années en réalité que on compte plus d'éditorialistes de droite extrême et d'extrême droite que d'éditorialistes de gauche d'une part, et que, comme vous le disiez, le combat culturel, je ne sais pas s'il est perdu ou gagné, mais en tout cas, force est de constater que la droite extrême a gagné les esprits. Ça, c'est un fait. Deux petites choses sur le scrutin. D'abord, on remarque que c'est très serré. Non seulement entre Pécresse et Ciotti, mais entre tous les autres. Ils se tiennent tous en 4 points. Je rappelle que pendant quelques semaines, nous chroniquions ici cette primaire et on disait régulièrement qu'elle était illisible parce que chacun avait une ressource propre et qu'il était impossible de sonder les cœurs et les reins des militants puisqu'il n'y a pas de sondage qui existait. Donc, effectivement, un congrès très serré. Et je remarque quand même que ce sont 2 lignes. Alors oui, vous avez raison, Jean-Marie Colabani, tout le monde courait un petit peu derrière Zemmour et Le Pen dans cette affaire. Mais on remarque que là, ce sont 2 lignes quand même assez distinctes qui l'emportent. La ligne d'extrême droite, disons-le clairement, avec Éric Ciotti, et une droite, même si Mme Pécresse a fait assaut de propositions dures et radicales sur les terrains régaliens, immigration, sécurité et islam. Tous les deux veulent un référendum sur l'immigration. Oui, c'est quand même une droite qui est plus libérale, généralement plus modérée, je dirais pas plus centriste, mais voilà, c'est quand même pas tout à fait la même ligne politique. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir. Ne nous cachons pas, encore une fois, c'était Mme Pécresse qui est aujourd'hui favorite, puisqu'elle a engrangé les soutiens de tous les battus, et qu'elle a une ligne justement un peu plus consensuelle. C'est intéressant de voir un peu ce qui peut se passer si elle est désignée. Très clairement, si Ciotti est désigné, ça rogne un petit peu, peut-on escompter, sur les parts de marché électorales de Zemmour et de Le Pen. Si c'est Pécresse, au contraire... on peut considérer que les électeurs de droite un peu musclés vont aller chez ces deux-là et non pas voter pour Pécresse. Et c'est ce que je disais aussi, Yasmina, tout à l'heure, très juste, c'est Marine Le Pen n'est plus la seule femme, si Pécresse gagne, à être dans la course à la présidentielle, et ça peut peser aussi. Alors, il y en avait une quand même. Il y en avait une autre. Anne Hidalgo. Ah, oula, je l'avais oublié. Mais elle est un peu plus loin dans les sondages, même beaucoup plus loin. Donc peut-être est-ce la raison de cet oubli. Terrible. Et pas dans le trio gagnant. Oui, pardon. Oh là 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 là. Oh, mon Dieu. Désolée pour Anne Hidalgo. Pardon. Mais qui est largement distancée, Roselyne. Donc vous citiez celles qui étaient capables d'accéder au deuxième tour. Voilà. En tout cas, l'argument c'est vrai, merci de me rattraper. L'argument femme est un argument porteur, et sera un argument porteur à Emmanuel Macron. Alors, je vous propose justement, vous parliez des similitudes ou pas. On a vu quand même dans ce débat, des 4 débats quand même, qu'il y avait une forme d'unité, même si on voyait quelques tiraillements entre les uns et les autres. Mais souvent, on entendait Valérie Pécresse dire « Je suis d'accord avec Xavier Bertrand ». Bon, elle a quelquefois égratigné Michel Barnier, mais enfin, globalement, il n'y a pas eu de choses trappes ni de mauvais coups. Alors, je ne sais pas si on peut écouter, on vient d'avoir Valérie Pécresse. On peut l'écouter. Écoutez-la. Je n'ai pas la main qui tremble. Je porte un projet de franche rupture, de droite assumée, parce que la France n'a plus de temps à perdre. À toutes celles et à tous ceux qui veulent mettre un terme au quinquennat d'Emmanuel Macron, qui a tant abîmé la France et tant divisé les Français. À toutes celles et à tous ceux qui en ont plus qu'assez de voir la République reculer face aux voyous et aux fanatiques. À toutes celles et à tous ceux qui aspirent à plus de dignité dans leur travail, mais aussi dans leur vie, tout simplement. Je leur dis, rejoignez-nous.
Alors, je n'ai pas la main qui tremble. Jean-Marie, est-ce que Éric Zemmour a été, on va dire, celui qui a été le stimulateur de la droite pour aller sur des sujets où, on va dire, une Valérie Pécresse ou peut-être un Michel Barnier ou un Xavier Bertrand étaient un peu plus mésovotchés sur le sujet de l'immigration et de la sécurité? Disons qu'ils étaient plus républicains, tout simplement, et qu'ils ont été en effet entraînés. Éric Zemmour a été une sorte d'influenceur de ce point de vue-là. Comme on a vu, ils ont vu que ça marchait dans l'opinion. Et c'est vrai qu'il y a eu un impact dans l'opinion très fort et qu'il y a une partie de l'opinion non négligeable qui se reconnaît dans les thèmes, en tout cas dans la vision qu'a Éric Zemmour du pays et ainsi de suite. Eh bien, ils se sont beaucoup alignés dessus. D'autant plus, encore une fois, qu'ils faisaient appel, enfin que était sollicité le vote des militants et non pas le vote des sympathisants. Si ça avait été une primaire ouverte, je pense que la tonalité aurait été certainement infléchie, alors que là, ils ont vraiment collé au discours zémourien. Alors cela dit, Valérie Pécresse vous dirait que dès 2018, elle prenait position pour un discours régalien fort, d'autorité. Dès 2019, ou l'inverse, elle avait dit qu'elle souhaitait une immigration il me semble que c'est elle qui a une des premières parlé d'immigration, de quotas d'immigrés, ainsi de suite, immigration régulière et immigration irrégulière. Elle vous dirait tout cela. Mais c'est vrai que dans la course qui s'est engagée, notamment aussi parce que Éric Ciotti est ce qu'il est, il y a eu un glissement qui ne ressemble pas, contrairement à ce que dit Éric Zemmour, qui ne ressemble pas au RPR, mais qui ressemble à l'extrême droite basique. Un petit point d'ailleurs, juste... Pourquoi il parle du RPR d'ailleurs? Non, mais un petit flashback, il y a 5 ans encore, à la primaire, souvenez-vous, il y avait un candidat, et non des moindres, qui défendait l'identité heureuse, et une ligne j'exagère à peine, presque gauchiste du point de vue des propositions et des programmes qui sont professés aujourd'hui et qui ont été professés par les candidats. Même Philippe Juvin, même Michel Barnier est quand même européen par excellence, a parlé de moratoire sur l'immigration, a fustigé les institutions européennes. Ce qu'on peut dire, c'est que le positionnement là de Valérie Pécresse, tel qu'elle vient de le réexprimer, c'est au fond ni l'extrême droite ni Macron, donc elle campe vraiment sur ce qu'il doit être l'espace politique du parti Les Républicains. Ça, c'est fondamental. Alors que Éric Ciotti est évidemment l'homme de l'alliance entre la droite et l'extrême droite. C'est aussi très clair. Donc elle balise bien un terrain bien connu des militants et bien connu aussi des sympathisants, pour le coup. Alors, Yasmina, on va en parler dans quelques instants. Je vous propose d'écouter la différence de programme entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse, ce qu'ils proposent tous les deux. Un duel final entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Parti comme outsider, le député des Alpes-Maritimes a créé la surprise en terminant en tête du premier tour. Représentant d'une droite dure, ce spécialiste des questions migratoires aligne les propositions choc. Préférence nationale sur l'emploi et le logement, retour au droit du sang ou encore un Guantanamo à la française pour lutter contre le terrorisme. En matière de sécurité, Éric Ciotti promet des peines minimales automatiques pour les agresseurs des forces de sécurité et prône la perpétuité réelle. Un message de bon sens. Tu touches à un uniforme, le soir même, tu dors en prison. Tu es étranger, la France t'accueille, tu commets un délit en France. La réponse, c'est la prison et l'avion. En face, la patronne de l'Île-de-France, celle qui se décrit comme 2 tiers Merkel et 1 tiers Thatcher, propose un référendum contre l'immigration de masse ainsi que l'instauration de quotas annuels. La candidate proche de l'ancien président Nicolas Sarkozy veut également faire de la revalorisation du travail une priorité. Parmi ces mesures phares, la fin des 35 heures, la libre fixation du temps de travail en entreprise ou encore le départ à la retraite à 65 ans. Les 2 finalistes doivent encore être départagés lors d'un ultime vote ce week-end. Le nom du gagnant sera dévoilé samedi. Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, tous les 3 éliminés de la course à l'investiture LR, ont déjà apporté leur soutien à Valérie Pécresse. Voilà, un sujet de Théa Bazdarevich. En un mot, sur ce, on voit bien un peu la différence, mais ce qu'on note tout de même, c'est une droite musclée, que ce soit celle
de Valérie Pécresse ou de celle d'Éric Ciotti, qui est un peu plus dure et marquant plus à la culotte Éric Zemmour. Mais c'est une droite, on va dire, comme on l'appelait à un moment, la droite forte. Oui, parce qu'il s'adressait, tous les candidats s'adressaient d'abord aux adhérents. Valérie Pécresse voulait absolument une campagne plus ouverte, des primaires plus ouvertes. Elle aurait peut-être eu moins de chance, ou peut-être plus de chance. Aujourd'hui, on ne peut pas refaire l'histoire, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une surprise aussi pour elle. C'est 2 surprises. Éric Ciotti et elle sont assez surpris. Elle a le sentiment de ne pas avoir eu besoin de céder sa place à Xavier Bertrand qui lui demandait. Et par là même, aujourd'hui, elle a été obligée d'aller vers une droite un peu dure parce qu'il fallait bien parler à des adhérents. Mais au fond, elle aurait pu être une ministre d'Emmanuel Macron. Donc, elle va devoir aller plus à droite, mais ça n'est pas son ADN naturel, alors que pour Éric Ciotti, oui. Alors, il ne faut pas que ça ne faut. Il faut aujourd'hui, maintenant, si elle gagne dans 2 jours, il faut aujourd'hui, maintenant, qu'elle puisse convaincre, au-delà de pouvoir séduire une base d'adhérents. Il va falloir parler, rassembler absolument tous les Français qui seraient susceptibles de la choisir, elle, pour représenter le parti LR. Et si elle gagnait l'Élysée, est-ce qu'elle ferait d'Éric Ciotti son ministre de l'Intérieur ? Ça, on n'en sait rien. Mais vous avez remarqué qu'il y a des gens d'autres concurrents qui se sont ralliés à elle avant Éric Ciotti. Donc on peut considérer que, même s'il faut d'habitude traiter le finaliste de la primaire, là c'est pas une primaire, c'est un congrès, mais ça y ressemble, il faut le traiter en lui proposant un poste éminent. Souvenez-vous de François Hollande et Martine Aubry, même si Martine Aubry ne l'avait pas accepté. Je crois que tout cela, et d'ailleurs ça s'est bien passé, vous le disiez, il y a eu assez peu de piques, assez peu d'attaques, assez peu de blessures pendant cette primaire. Donc ça devrait se rassembler assez fortement. Ce qui est très intéressant, c'est que, oui, bien sûr, Pécresse a suivi la roue d'Éric Ciotti, d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, comme les autres candidats, mais il s'agit quand même de 2 lignes. Et selon que l'un ou l'autre l'emporte, ça a des conséquences tout à fait différentes pour les 2 candidats ou les 3 candidats qui les jouxtent de part et d'autre. Emmanuel Macron, d'une part, Éric Zemmour et Marine Le Pen, de l'autre. Encore une fois, si Valérie Pécresse était désignée candidate de LR, c'est pas une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron. On peut considérer que c'est plutôt une bonne nouvelle pour Zemmour et Le Pen. En revanche, si Ciotti est désigné, c'est l'inverse. Après, la seule différence quand même, c'est qu'on rentre dans une période un peu compliquée concernant la Cogit. Donc je pense que ce que les Français vont regarder dans quelques mois, ce n'est pas le résultat d'aujourd'hui, mais c'est qu'est-ce qui va se passer d'ici la présidentielle pour pouvoir incarner le pays et la position. Je pense qu'Emmanuel Macron aujourd'hui ne tremble pas complètement parce qu'il y a vraiment, c'est assez long et c'est assez loin. Donc les tactiques de parti là ne fonctionneront pas par rapport au pouvoir d'achat, par exemple. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que merci. on néglige le poids du virus. Et on néglige le fait qu'en période de guerre contre le virus, on ne destitue pas le chef de guerre, je pense. Et qu'il y a de toute façon un phénomène de rassemblement autour de lui. Et quand Valérie Pécresse dit on va mettre fin au déclin, ou je ne sais plus quel mot elle emploie, mais enfin des mots zémouriens d'ailleurs pour signifier que le pays est à genoux, ça n'est plus la perception des Français. Les Français pouvaient être en colère contre Emmanuel Macron pendant les 2 premières années de son mandat. Ils ne le sont plus aujourd'hui parce qu'ils ont vu l'État se déployer, voler à leur secours, empêcher qu'il y ait une explosion du chômage. C'est même l'inverse qui se produit aujourd'hui puisqu'on est en marche vers le plein emploi. Et les salaires et autres préservés par le quoi qu'il en coûte. Et le quoi qu'il en coûte, c'est un argument phénoménal parce que le président est apparu comme celui qui protégeait. Et face à cela, personne n'a de ligne d'attaque ou même de réponse. Donc, continuer à dire on va réparer la France, oui, mais si elle était si mal en point, elle n'aurait certainement pas eu le quoi qu'il en coûte. Et donc, moi, j'ai un doute sur ce discours-là, et je pense que les oppositions négligent l'avantage que peut tirer Emmanuel Macron de la gestion d'une crise qui se prolonge. Oui, on l'a bien remarqué. On fait un petit tour de table très vite, parce que je voudrais qu'on passe à Éric Zemmour, quand même, sur le cas Xavier Bertrand. Il s'est passé quoi ? Alors, la désillusion absolue, c'est qu'en effet, quand on se sent arrivé, finalement, parfois, le principe de réalité rappelle autre chose. Donc oui, c'était un peu difficile. Il prenait la parole tout à l'heure pour très rapidement soutenir Valérie Pécresse, mais on sentait bien qu'il était un peu pincé, bien évidemment, parce que ce qu'ont aujourd'hui voulu les adhérents, ça n'est pas remercier quelqu'un qui est parti pour revenir, mais c'est quelqu'un qui peut-être... elle était partie aussi, oui, Valérie mais Pécresse. Avec peut-être plus d'humilité, avec
Non seulement, il n'a pas demandé, par exemple, à Valérie, elle n'a pas demandé à monsieur de quitter vos ambitions parce que je dois y arriver. Lui, il l'a fait. Donc il y a quand même envie qu'elle abandonne pour lui. Donc avec moins d'humilité, peut-être que les adhérents ont il a péché un peu par orgueil, par prétention, par... alors il y croyait beaucoup, c'est sans doute celui qui en avait le plus envie et qui croyait le plus. Mais j'ai envie de retourner la maxime de La Fontaine. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Là, c'est le contraire. Xavier Bertrand était parti très tôt, était parti à point. Ça ne lui a servi pas à grand-chose, mais ça veut dire que tous les plans et les belles stratégies, parce que lui, il avait en tête tous les temps de passage de tous les candidats à la présidentielle de la Ve République avec le niveau des sondages mois par mois, tout était dans sa tête. Il avait établi une belle stratégie, un beau plan de bataille, et on voit qu'aujourd'hui, c'est le genre de calcul et de tactique. Mais il y a gagné que dans les sondages d'opinion, il était et il reste le mieux placé. Donc son calcul jusque-là était bon. Après, il est tombé sur les militants. Oui, sauf Jean-Marie qu'il y avait un problème dans son calcul, c'est qu'il n'a jamais été qualifié pour le deuxième tour. Et comme son argument de vente interne à destination des adhérents était je suis le seul qui peut battre Macron, ça tombait un petit peu. Et une autre question, je l'ai oublié, donc c'est pas grave. Je voulais vous poser une question totalement déterminante, Jean-Marie. Était-ce sur Zemmour ou était-ce Non, sur Bertrand. Attendez, je vais retrouver. Ce qu'il a donné comme impression au fil des débats, et c'est quand même une prouesse, entre guillemets, une contre-prouesse, c'est d'apparaître insincère. Et ça, je pense que ça a frappé tout le monde, parce qu'il en faisait trop dans puis dans les gimmicks, dans la répétition des mêmes petites ficelles en débat et ainsi de suite. Oui. Et du coup, ça a fini par ne plus faire vrai. Et je pense que ça l'a desservi. Une insincérité. Allez, on passe à Éric Zemmour. Et sa candidature, son annonce de candidature. Alors, on a connu des déclarations de candidature. On a connu Lionel Jospin avec son fax, Jacques Chirac qui à la PQR, c'est à la presse régionale, la presse quotidienne régionale. Et puis le clip d'Éric Zemmour. Vous avez aimé, Jean-Marie ? Alors, il y a un certain nombre de gens qui ont aimé, donc il faut hélas l'accepter. Il y a sa cible, c'est-à-dire son noyau à lui, a aimé. Il n'a convaincu personne. Non, mais ils ont aimé le discours apocalyptique, lugubre, décliniste, et lui qui arrive, non pas réformer la France, mais la sauver. Mais pour un citoyen lambda, bien, c'était presque comme quelque chose ça ressemblait un peu au musée Grévin, c'est-à-dire si vous aviez réuni quelques artistes pour leur dire, voilà, vous allez mimer un petit peu ce que pourrait être une candidature d'Éric Zemmour, c'était là, nous l'avions devant nous. Et donc c'était... Et puis en plus, ce gars qui vient de faire l'éloge du maréchal Pétain de la pire façon. De la pire façon. Ce grime en général du général de Gaulle. Mais c'est pas crédible une seule seconde. Et puis dans la forme, le micro censé être comme celui du général de Gaulle, et puis on regarde pas les Français dans les yeux, on les regarde un peu de travers. Tout ça était un peu sépulcral. Donc je pense qu'au-delà de son noyau, je vois pas comment on pourrait être séduit par cette attitude, même si encore une fois, il y a certainement des gens qui lui sont proches ou qui croient en lui, qui ont dû trouver ça très bien. Mais ce qui vient, c'est que Éric Zemmour est devenu quelque part, dramatiquement, mais je dis ça aussi avec une forme de légèreté, parce que aussi un amusement, on va dire, enfin quelque chose qu'on regarde comme, quand je dis un amusement, quelqu'un qui vient un peu bousculer le système et qui vient le faire turbuler. Et c'est quelque part aussi, ça dit quelque chose du pays. Exactement. Qu'est-ce que ça dit d'une partie de la France quand même qui aime Zemmour, qui l'écoute, qui lit ses livres, qui écoute ses clips et qui ne trouve rien à redire. Donc ça dit quelque chose quand même de notre pays. Et on peut faire le lien avec le thème précédent, le fait que la surprise Ciotti ait surpris tout le monde, rappelle aussi qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main tous ceux qui apprécient Éric Zemmour, parce que subitement, il y a 48 heures ou une semaine, il aurait fait un doigt d'honneur et que ça, subitement, ça éteindrait sa figure. Non, je crois qu'il faut faire attention à ce goût, il y a eu un emballement vraiment pour lui qui n'est pas factice. Donc une partie des Français veulent peut-être une forme de radicalité ou envoyer balader le système. Et quand il fait cette vidéo, c'est justement pour parler à cela et en disant, tout en sortant de l'interview de Gilles Boulot, je ne suis pas d'accord avec le système, je vais faire mon interview et ma candidature à ma manière,
avec les yeux baissés parce que je parle de l'apocalypse. Beethoven, pour beaucoup, ça peut être anxiogène, donc je le choisis aussi, dans un cadre lugubre. Et je dis aussi aux journalistes premium de la télévision française qu'il ne sait pas faire. Donc il n'y a que ça pour qu'il crée sa propre chaîne YouTube et qu'il parle simplement à ces personnes-là qui veulent voter Zemmour. Et je pense qu'il aura, de toute façon la surprise n'est pas terminée, je pense qu'il aura son noyau et son clan, et il parle qu'à ces gens-là. Ils ne veulent pas séduire les autres, ils ne veulent pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il puisse se prévaloir d'être un anti-système, parce qu'on n'est pas éditorialiste au Figaro. Je suis complètement d'accord avec vous. Et on n'est pas éditorialiste au Figaro et anti-système. Je suis complètement d'accord, mais lui, c'est ce qu'il veut ce qu'il met en cause, ça va beaucoup plus loin que le système. Il met en cause la société française telle qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai poison, mais en même temps, il faut reconnaître qu'une partie des Français, peut-être même pas loin d'une majorité, considère, en gros, je schématise, on n'est plus chez nous. Oui. Et donc on ne se reconnaît plus dans cette société. C'est cette société-là aujourd'hui qu'il a pour cible, et non pas le système comme pourrait l'avoir. Donc ça dit ça de notre société aujourd'hui. On en revient à la question que vous posiez au début sur Gramsci, Antonio et le combat culturel. On voit qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord, le fait que Ciotti soit au deuxième tour de la primaire, le fait que Zemmour ait réussi une telle percée. Alors la question, c'est que ceux qui sont contre aimeraient bien se rassurer en disant ce qui était au fondement de sa progression ultra rapide, de sa percée dans les sondages, puisque je rappelle qu'il est monté, il a été mesuré jusqu'à 18% en 2 mois, ce qui est du jamais vu dans l'histoire d'une campagne électorale. Peut-être que ces outrances, ces provocations, son négationnisme historique, ou son révisionnisme plutôt historique, voilà, à un moment, vont le faire chuter. Ouais. Mais hélas, je crois qu'on se rassure un peu à bon compte et que précisément c'est ce qui plaît. Et c'est la raison pour laquelle le clip, a rebuté beaucoup de gens, mais on a séduit aussi beaucoup d'autres. Et donc, je crois que ce qui a permis finalement son irrésistible ascension jusque-là est toujours là et rien ne dit que ça va le propulser au deuxième tour, mais en tout cas, il a encore du capital politique. Est-ce que c'est le clown de la campagne ? Non. C'est dangereux de le penser comme ça. Parce qu'un clown fait rire d'abord, et qu'Éric Zemmour, hélas, il ne fait rire personne. Il ne faut pas ni le minorer, ni le fantasmer, mais en tout cas, il parle d'une vraie réalité, d'un désir, peut-être d'une frustration d'une partie des Français. C'était au sens... Pas drôle, évidemment, bien sûr, mais au sens pas sérieux. Bien sûr, tout à fait. Mais il se prend au sérieux et je crois qu'il faut le prendre au sérieux. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump. Non, mais comment dire, il faut prendre au sérieux ça, mais ça veut dire, qu'est-ce qu'on prend au sérieux ? Alors, ça veut dire qu'effectivement, on prend un Éric Ciotti pour pas voter un Éric Zemmour. On contre-argumente, mais personne ne contre-argumente aujourd'hui. C'est ça le problème. Tout le monde croit intelligent de se mettre dans son chemin, mais il s'est passé cela en Grande-Bretagne, où les conservateurs se sont mis dans la roue de Farage. Et ils sont arrivés au Brexit, qui, jour après jour, montre son inanité et les désastres que ça va produire chez les Britanniques eux-mêmes. Et donc, voilà ce que ça donne. Ça donne un parti conservateur qui s'est perdu dans ce combat et qui, aujourd'hui, est coincé pour le plus grand malheur des Anglais. Mais ça, chaque année qui va passer va nous le montrer davantage. Attendons le dimanche, parce que, vous savez, il a changé de salle, parce qu'il y a 17 000 personnes. Donc, si jamais il n'arrive pas à remplir cette salle... Il y aura du monde dimanche. Oui, on va voir. Mais il prend un risque aussi. Il prend des risques chaque jour. Il y a de l'amateurisme autour de lui. Les images qui ne sont pas... validé par les ayants droit. Aujourd'hui, cette salle qui va peut-être être pas complètement remplie. Donc, il y a une forme d'amateurisme, mais qu'il assume complètement, parce que l'idée, pour lui, c'est de se dire, moi, je parle aux Français, le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est de l'intendance. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il se prend au sérieux, vraiment. Et il prend des risques. Et c'est en cela qu'il a fait bouger aussi, David, la droite, en les aiguillonnant un peu sur le sujet de régulièrement ici, la droite a été extrêmement pusillanime et c'était très étonnant. Il y a quelques rares voix de ténors, Jean-François Copé, surtout Gérard Larcher un petit peu, mais même pas encore. Mezzo voce pour critiquer cette dérive extrémiste du parti qui courait à l'échalote derrière Zemmour. Et c'est vrai que c'était, même Christian Jacob a refusé de dire que ça lui posait un problème. Donc ça veut bien dire que la droite ne sait plus vraiment où elle habite entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. Mais juste une dernière question, est-ce que Éric Ciotti peut gagner la primaire ? Bien sûr, il peut gagner. Le Congrès ? Alors, il n'est pas favori, c'est pas la solution la plus évidente, mais bien sûr, il peut le gagner. Vous avez vu, il est arrivé quand même en tête. Et puis, il a le soutien de Laurent Wauquiez. Dans une élection avec les électeurs de tous les jours, non. Parce que quand vous avez tout le monde qui se désiste en votre faveur, vous récupérez une bonne partie des voix de ceux qui hésitent en votre faveur. Mais là,
c'est le noyau militant. Donc c'est là que est l'incertitude pour Valérie Pécresse, alors que normalement, sur le papier, on ne voit pas comment elle pourrait être battue. On passe à la politique sur les réseaux avec Véronique Reissoult, présidente de Backbone Consulting. Bonjour ma chère Véronique. Bonjour. Alors Zemmour toujours, on va en parler avec vous parce que de ce qui se dit, parce que nous on papote comme ça, mais alors on a les sondages, on a les avis des uns et des autres, on a les réactions, mais ce que disent d'abord les internautes et surtout les détournements. Je disais tout à l'heure... Est-ce que c'est un clown ? C'est un clown, voilà. Mais il est vécu parfois comme un clown, si on regarde les détournements, voilà. En tout cas. Je vous ai fait une petite sélection des détournements qui sont les plus représentatifs en volume. Ouais. On a eu beaucoup. Globalement, le principal détournement, c'était cette comparaison avec le général de Gaulle. Donc voilà, je crois qu'on a compris la référence. On a aussi M. Apathy qui a dit, déclaration de candidature... avec une comparaison avec Pétain. Mais globalement, les attaques, elles sont surtout parodiques. Donc, les rancis parlent au rancis fait partie des messages qui ont été le plus repris. Voldemort 2022. Voldemort 2022. Et puis sinon, évidemment, des petites phrases drôles du genre « Et si c'était pour patienter en s'infligeant 15 minutes d'amertume sur un fond de Beethoven, on aurait directement pu appeler la CPAM et attendre qu'un conseiller nous réponde. » Voilà, donc globalement, les uns et les autres ont envie d'un peu de légèreté. L'assurance maladie. C'est pour les voilà. Alors, donc, ces blagues, mais au-delà, effectivement, de ces blagounettes, sa déclaration, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sa déclaration de candidature, elle a pas cherché à convaincre ceux qui n'aiment pas Zemmour. En regardant son clip, ils vont pas se dire, tiens, je vais voter pour lui. Non, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça a quand même fait beaucoup de bruit. Simplement, je vous ai fait une ligne depuis un mois. On parle tout le temps d'Éric Zemmour. C'est l'un des personnages dont on parle le plus. Regardez le pic juste au moment de sa déclaration. Ouais. Donc oui, on ne peut pas le prendre à la légère. Je vous rappelle qu'il y a 2 500 000 personnes qui ont regardé la vidéo, qui a eu plus de 50 000 commentaires et que les 50 000 commentaires sont plutôt positifs sur cette vidéo. Donc globalement, voilà. Maintenant, si on regarde les femmes... Positif, c'est-dire que vous un petit exemple. Oui, les messages étaient plutôt en soutien, en disant que c'est formidable ce qu'ils disaient. Enfin voilà, donc c'est que 50 000 sur 2 500 000. Ouais. Voilà. Là où c'est intéressant de voir, c'est qu'en fait, ça s'est cristallisé beaucoup plus fortement qu'avant. Et le nuage d'emoji, il est assez révélateur. Je vais vous faire Madame Météo. Mais en gros, vous avez un sujet qui est... ceux qui l'aiment encore plus et ceux qui le détestent encore plus. Ça. Et donc vous avez, vous voyez, des gens qui applaudissent, la fusée qui s'en va en disant c'est super, vous avez des cœurs, vous avez des gens qui disent c'est formidable, enfin voilà, qui le remercient, enfin voilà. Puis vous avez aussi des gens qui le traitent de petite crotte. Ah, vous voyez qu'il y a un clown là. Un clown qui dit il n'est pas sérieux, des gens qui sont en colère, des gens voilà. Et donc en fait, on voit que les propos ils sont assez extrêmes. C'était déjà le cas, mais là vraiment, c'est très clivé. C'est très renforcé sur ce clivage. Et quand on regarde les mots-clés, c'est flagrant aussi, puisque vous avez le mot autoritaire, le mot arrogant, le mot amateur lié à ce que vous disiez tout à l'heure, mais raison. Raison en gros comme ça ? Oui, parce que les gens ils disent il a raison, les constats sont justes, il est intelligent. Oui, voilà. Il a raison. Non pas qu'il a raison, mais il a raison sur les constats. Voilà. Et donc on voit bien, ce sont les deux camps qui s'expriment clairement, et on va avoir ça pendant un bon bout de temps. Alors ceux qui sont contre, il faut vous dire qu'ils participent au bruit. Et vous disiez tout à l'heure, attention Trump, je vous rappelle que le bruit, dans la phase dans laquelle on est, ça attire l'attention. Je pense qu'il y a plus d'un candidat aujourd'hui qui aimerait avoir ce bruit, même négatif, parce que quand on parle de vous, même en mal, on parle de vous. Donc voilà. Des votes au bout de la route. Ça ne fait pas adhésion forcément au bout du compte, mais c'est sûr que si on ne parle pas de vous, il n'y aura pas non plus adhésion. Mais juste une petite précision, sa déclaration de candidature vidéo dont on vient de parler, n'est qu'un moment dans sa journée. Dans son esprit, il y a ça, premier acte, je m'adresse au mien, en quelque sorte, et il y a le TF1 du soir, où là, le TF1 du soir, il est censé arriver en président, en quasi-président, s'adressant à tout le pays. Et là, c'est raté. Mais il n'a pas préparé. Voilà, là, c'est raté. Voilà. Donc c'est là que ça s'enraye. Il Mais dans son esprit, la logique, c'était on ne pouvait pas séparer ces deux moments. Bref, on peut revenir dessus, mais en tout cas, ses soutiens étaient soutiens aussi de l'échec du 20h. Donc voilà, de toute façon, même quand il se prend les pieds dans le tapis, c'est quand même bien.
Donc les LR, vous aviez autre chose à rajouter? Oui, je voulais vous dire, on a fait un petit sondage pour le Figaro, et juste pour vous dire, est-ce que pour les Français, donc là je ne parle pas des soutiens, pour les Français globalement, est-ce que vous trouvez que son entrée en campagne est réussie? Bon, 70% c'est sans appel, non, c'est pas réussi. Et quand on regarde les qualités, c'est aussi pas très sympathique pour lui, parce que vous avez, en gros, il exprime la réalité de la France aujourd'hui, 39% seulement, les Français sont d'accord avec ça, proche des préoccupations des Français, 32%, a de bonnes idées pour la France, 29%. Est rassembleur 20%, sympathique 20% et stature de président 18%. Donc globalement, on va dire que dans les sondages, donc là c'est pas la même chose que ce que je fais habituellement sur les réseaux sociaux, j'ai pas observé, c'est des questions qui ont été posées sur un échantillon représentatif des Français. Mais voilà. Vous voulez un commentaire, David? Non. Non, mais effectivement, stature de président de la République, 18%, je trouve que c'est très important, mais on en revient au point précédent. Voilà, et le clivage, il y a des gens qui trouvent que c'est une idée aberrante, mais il y a quand même 18% qui lui décernent cette stature. Cela dit, ça va être quand même le cœur de la bataille, parce que pour Marine Le Pen, encore une fois, pour Valérie Pécresse et pour Éric Zemmour, le problème, c'est la présidentialité maintenant. C'est de savoir à qui on va attribuer une stature de possible président. Et ça n'est acquis pour aucun des trois. Et pourquoi cette stature leur serait conférée alors qu'on a un président qui est déjà en poste et qui, ça a été dit, a géré la crise sanitaire, qui lui donne un argument supplémentaire en termes de présidentialité, bien sûr. On dit un mot du coup des LR, puisque là aussi on en parle sur les réseaux. Et alors non seulement on parle sur les réseaux, mais un peu fier quand même, parce que je vous rappelle qu'on a annoncé la semaine dernière, et puis sur les réseaux, que ça serait donc Pécresse et Ciotti, ce qui m'avait valu quelques railleries, donc voilà. Juste pour vous dire pourquoi on l'a fait, pas parce qu'on est particulièrement doué, parce que le prédictif... Bon, si, on peut se le dire, mais non, c'est pas pour ça. C'est simplement qu'en fait, sur les réseaux sociaux, les militants, vous parliez de ça, des sympathisants, mais les militants, ils s'expriment, donc il fallait regarder ce que disaient les militants. Et les militants, eux, ils étaient pour Pécresse et Ciotti, d'émission en émission. Et donc, voilà, donc c'est juste pour dire que les réseaux sociaux, et j'ai la preuve, parce qu'on a les dates et les trucs où on l'a dit. Bravo, Véronique. Voilà. Non, mais c'est juste pour vous dire que ce bruit... C'est un outil de mesure, en tout cas. Voilà, on aime bien dire, donc ça ne prédit rien, c'est juste que l'intérêt des réseaux sociaux aussi, c'est que si on ne regarde pas la masse et qu'on est un peu pointu et qu'on va sur des petits sujets, des petites cibles plus spécifiques, donc les militants LR qui s'affichent militants LR, c'est un petit groupe, mais on pouvait voir ce qu'ils disaient. Et après... vous n'avez pas d'infos, du coup, sur je ne vais pas vous montrer tous les trucs, je sais. Non, mais sur le congrès de samedi, la semaine prochaine, sur le deuxième tour. L'émission aura eu lieu, mais je vous enverrai à vous des informations, parce que là, ce soir, j'ai regardé, et pour le moment, c'est un peu tôt. D'accord. C'est un peu tôt. Ils sont... voilà. Par contre, les Français ont quand même commenté, même s'ils n'ont pas voté, et je peux vous dire, je vous ai sélectionné juste 2 petits messages un peu railleries, parce que bon, ça reste quand même... Voilà. La star sur les réseaux sociaux cet après-midi, c'est M. Bertrand, parce que vous rigolerez moins quand les supporters de Xavier Bertrand vont envahir l'Assemblée nationale, figurez-vous. Donc voilà, ça, voilà. Et c'est quand même lui qui a le plus retenu les commentaires des Français globalement, c'est ça le sujet. Et puis après, vous avez quand même un petit peu pour M. Ciotti, et je l'ai sélectionné parce que les gens l'ont bien aimé, elle a été beaucoup reprise, je ne sais pas si on va la voir. C'est M. Macron qui remercie M. Ciotti au soir du deuxième... Voilà, au soir du deuxième tour, voilà. Et donc, globalement, oui, c'est M. Bertrand qui, quand même, a le plus... Mais est-ce que, j'ai une petite question, si j'ai le temps encore, est-ce que la façon... Comme quoi on peut asséner des idées, quelles qu'elles soient, en tout cas des idées d'extrême droite, avec un côté assez bonze qu'a Éric Ciotti, avec le sourire, en étant poli, et dire à peu près la même chose avec des outrances à la Zemmour. Enfin, en tout cas, pour les militants, ils l'ont pas vu comme un bon. Donc c'est un moment, il y a la forme qui passe aussi, non? On peut dire aussi que c'est passé même avec Zemmour. Hein. C'est ça le problème. C'est la facilité avec laquelle ça passe dans le corps social. Et ça l'imprègne, qui est très perturbante. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les sujets qui ont le plus plu aux militants, de nouveau, mais les militants, donc c'est bon, et qu'ils associaient le plus à Ciotti, c'était pas le fait que ce soit un bonze. Ce qu'ils ont adoré, c'est ces mesures sur... Non pas l'immigration, mais les droits de succession. Les droits de succession. Cette parole décomplexée, depuis la mandature de Nicolas Sarkozy, cette parole décomplexée, maintenant ça fait quelques années qu'on y est habitué, ça choque moins. Merci à tous, merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci.